Monsieur Abad, la parole est à Monsieur Chassaigne pour le groupe GDR. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission aussi. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, ce texte est important. Je salue d'ailleurs, en introduction, votre engagement mêlant la vision des objectifs à atteindre à une forme d'humilité de bon aloi et, il faut le reconnaître, à un vrai travail de préparation. Pourtant, à l'occasion de la deuxième lecture sur ce projet de loi relatif à la consommation, les députés du Front de gauche regrettent toujours l'ambition limitée du texte, on pourrait dire une forme de consommation frugale. Mais sans doute avez-vous fait le choix d'une loi qui ne soit pas un couteau suisse, vous savez, ces couteaux qui veulent répondre à tout par leurs multiples usages, et vous avez plutôt privilégié la beauté et la simplicité du laguiole, qu'il soit fabriqué en Aubrac ou en pays tiernois. Ce texte sur la consommation était effectivement attendu depuis plusieurs années. Il n'atteint cependant que quelques-unes des cibles potentielles. J'aborderai quelques points du texte, bien évidemment sans être exhaustif. L'action du groupe qui nous est présentée est une avancée. Elle est cependant très filtrée, d'une part s'agissant du champ des délits couverts, d'autre part s'agissant des instances autorisées à saisir la justice. Nous souhaitons toujours que les délits liés à la santé, à l'environnement ou encore au logement puissent faire l'objet d'une action de groupe. D'autre part, la disposition qui vise à rendre irrecevable une action de groupe se fondant sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l'objet d'un accord homologué par le juge suite à une médiation est dommageable. En effet, si une ou plusieurs des associations agréées ne sont pas parties au litige, elles n'auront pas la possibilité de participer à la médiation, alors même que celle-ci ne reflètera pas nécessairement leur point de vue. Pourquoi une association ne pourrait-elle plus saisir la justice dès lors qu'une autre l'a fait? N'y a-t-il pas là un vrai problème démocratique? De plus, lors de nos débats en première lecture, Madame la ministre de la Santé avait déclaré qu'une action de groupe dans le domaine sanitaire était en préparation. Monsieur le ministre, concernant cette action de groupe dans le domaine sanitaire, nous souhaitons en savoir plus sur cette promesse. Est-ce que vous savez où en est le dossier? Les consultations ont-elles été réalisées? Quand pouvons-nous nous attendre à un texte de loi en bonne et due forme sur cette question? Et je pense que vous répondrez après la discussion générale. À mettre, Monsieur le ministre, à votre crédit, si l'on peut parler, parler de crédit dans un texte sur la consommation, l'accroissement des pouvoirs d'enquête de la DGCCRF ainsi que des sanctions encourues en cas de pratiques anticoncurrentielles. Nous y sommes favorables. Cependant, nous demandons une nouvelle fois que des moyens financiers et humains réels soient mis sur la table. Nous pouvons bien voter des dispositions qui durcissent les contrôles. Si ceux-ci ne sont pas effectifs, faute de contrôleurs, ce projet de loi ne servira à rien. Cible privilégiée de la droite. La DGCCRF a en effet subi des baisses d'effectifs considérables, 15% en 6 ans, soit une perte de 561 emplois. Elle ne compte plus désormais que 3000 agents, dont à peine 2000 enquêteurs. 48 départements comptent moins de 12 agents, 28 départements moins de 8 agents. Nous savons bien que cette régression de la puissance publique est éminemment politique.
Ne pas augmenter les moyens de la DGCCRF et les réduire était un choix délibéré de la droite, qui participait du même mouvement que la dépénalisation progressive du droit des affaires et de la dépénalisation progressive de la délinquance en col blanc. Il s'agissait de protéger, voire assurer l'impunité de certaines entreprises en matière de pratiques anticoncurrentielles et de fraudes diverses. Malheureusement, il nous faut bien faire un constat, Monsieur le Ministre, les moyens de la répression des fraudes n'ont pas été accrus par la présente majorité. Pour le moment, vous me direz. Enfin, vous répondrez là, sans aucun doute aussi à mes propos. L'annonce récente de l'aggravation, je vois que le centre vient à la rescousse de la social-démocratie, l'annonce récente de l'aggravation de la saignée budgétaire par réduction des dépenses publiques à hauteur de 15 milliards par an jusqu'à la fin du quinquennat n'est pas pour nous rassurer sur ce point. Comme tous les services publics, la DGCCRF est victime de la politique d'austérité sans précédent décidée par ce gouvernement, mais apparemment, vous avez affirmé le contraire et vous y reviendrez en réponse. Si bien est-ce que dans ce cas-là, je peux employer l'expression que j'emploie avec beaucoup de plaisir, politique d'austéritude. Enfin, nous verrons en fonction de votre réponse. Pourtant, ce projet de loi prévoit le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF. C'est un premier pas, un pas appréciable. Cela revient à reconnaître qu'il est nécessaire de procéder à des contrôles, à des inspections, avec des sanctions à la clé, pour assurer que le fonctionnement du marché ne soit pas trop défavorable aux consommateurs. Autrement dit, et c'est très important, que l'autorégulation ne saurait suffire. Il devrait d'ailleurs en être de même s'agissant des salaires, des bonus, des retraites chapeaux, des grands patrons et des mandataires sociaux. Ici aussi, un contrôle, une régulation est plus que nécessaire. C'était d'ailleurs une promesse de campagne, je crois, du candidat Hollande. Le cas du Philippe Varin, du groupe PSA, auteur de plans de licenciement mettant à la porte des salariés par milliers, mais obtenant 21 millions d'euros de retraite chapeau, devrait nous faire réfléchir. En matière de salaire, comme en matière de régulation, c'est la liberté qui opprime, c'est la loi qui affranchit. Je voudrais aussi revenir, je suis bien content d'essayer de vous réveiller là, je pense que je commence à atteindre ma cible. Je voudrais aussi revenir sur le volet concernant l'identification de l'origine des produits agricoles et alimentaires, qui était quasiment absent du texte en première lecture. Ce volet a fait depuis l'objet d'un large débat prolongé au Sénat, avec la reprise de nos amendements, mais ces amendements avaient été aussi présentés par d'autres groupes, concernant l'étiquetage obligatoire de tous les produits agricoles, ainsi qu'une disposition plus spécifique concernant l'origine pour la viande. Si je me félicite, bien entendu, de ces rajouts, qui prévoit de rendre obligatoire l'étiquetage de l'origine de tous les produits agricoles et alimentaires, je fais le constat que ces dispositions ont une nouvelle fois été de fait en même temps quasiment vidées de leur contenu. Comment? Par un simple renvoi à l'arbitrage de la Commission européenne, une fois que celle-ci aura déclaré, je cite, compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue par l'article L112-11 et L112-12 du Code de la consommation. Monsieur le ministre, en première lecture, vous aviez rejeté ces propositions en arguant qu'il fallait attendre le rapport européen sur la mise en œuvre de l'étiquetage. Vous avez cependant fait preuve d'un réel volontarisme en prenant l'initiative d'un déplacement d'une délégation de parlementaires à Bruxelles pour y voir clair et mesurer le niveau du blocage européen. Vous nous avez ensuite assuré que la négociation était en bonne voie avec nos partenaires européens et la Commission. Puis, vous avez opté pour une inscription dans le texte au Sénat, tout en renvoyant à l'arbitrage européen. Cela me rappelle un peu, François Brotte va avoir un retour historique, cela me rappelle un peu la tournure des débats que nous avions eus sur le projet de loi sur les OGM, avec le fameux amendement 252, qu'on avait appelé amendement Chassaigne, que j'avais fait adopter et qui en fait était soumis pour être effectif à une définition européenne. Attendre, toujours attendre que la Commission donne un feu vert qu'elle a bien du mal à donner.
Elle vient d'ailleurs de reporter la remise de son rapport sur l'étiquetage obligatoire des viandes, faute d'accord entre ses commissaires. Quant à la proposition législative qui devait suivre, elle n'est tout simplement plus à l'ordre du jour. La pire des choses serait ainsi que le scandale de la viande de cheval passé, il ne se passe plus rien. Au regard des reports multiples et du peu de transparence concernant les échanges en cours au niveau européen sur ce sujet, c'est pourtant ce qu'il faut craindre. Et je ne doute pas des trésors d'imagination des commissaires pour produire au final des propositions à minima comme celle qui consisterait à un simple étiquetage volontaire. C'est aussi désastreux pour l'image de l'Europe que pour la santé du consommateur. Monsieur le ministre, le volontarisme de la France dans ce domaine est bien réel. Il est relayé par vos efforts. Il ne s'agit pas pour moi de le nier. Ce volontarisme répond à la demande légitime des consommateurs échaudés par les scandales sur l'origine et la qualité des produits qu'ils consomment, comme à celle des producteurs agricoles victimes de dumping social, environnemental et sanitaire. Nous le savons, avec cet étiquetage obligatoire, d'abord des viandes à l'état brut ou transformées, mais aussi de l'ensemble des produits alimentaires, nous touchons directement aux grisbilles des intermédiaires multiples et aux stratégies de marge de la grande distribution. Il faut être réaliste. Nous savons bien que la Commission aura du mal à vouloir mettre des bâtons dans les roues des traders en minerai de bœuf ou dans les roues des spécialistes du dumping social agricole sur les cultures légumières ou fruitières, pour ne citer que ces dérives. Il faut donc cette Commission européenne la bousculer, la pousser dans ses retranchements, en faire une question d'intérêt général. Le gouvernement doit donc être à l'initiative d'un grand mouvement populaire à l'échelle européenne pour appuyer la position française, en associant parlementaires européens et gouvernements attachés à cette avancée. C'est donc en toute conscience de l'importance et de la portée de ces dispositions que je souhaite que la représentation nationale fasse un choix de clarté et de respect des consommateurs et des agriculteurs français. Nous ne pouvons nous arrêter là où la Commission souhaite que nous nous arrêtions. Nous ne pouvons pas légiférer le doigt sur la couture du pantalon en nous abaissant aux bonnes grâces des technocrates libéraux de Bruxelles qui placent dans leur hiérarchie des valeurs la concurrence libre et non faussée bien au-dessus de la juste information des consommateurs et bien au-dessus de la juste rémunération des producteurs agricoles. Ne nous arrêtons pas en chemin. Nous mesurons les dégâts du laisser-faire en matière de commercialisation des denrées alimentaires sur l'emploi. Nous mesurons les effets de la concurrence déloyale des productions des pays tiers que subissent les producteurs. Nous mesurons le besoin d'agir pour une réorientation de notre modèle agricole alimentaire vers des productions relocalisées et de qualité. Nous mesurons l'opacité volontaire entretenue envers les consommateurs, notamment sur les produits transformés. Ne refusons pas de prendre dès maintenant une mesure de transparence d'une efficacité redoutable si elle s'accompagne des moyens humains de contrôle, l'obligation de la mention de pays d'origine sur tous les produits agricoles et alimentaires, en commençant, s'il le faut, par la viande. Pour pousser le rapport de force jusqu'au bout, je vous propose que nous adoptions ces dispositions concernant l'obligation d'étiquetage sans restriction des limitations aucune. C'est l'objet des amendements que je dépose sur cet article 4. J'aurai l'occasion d'y revenir dans le débat. Les adopter ou d'autres similaires sera de la responsabilité de nous tous ici, quelles que soient nos sensibilités politiques respectives. Je le dis, il nous faut émettre un vote de combat, un vote citoyen, un vote pour l'intérêt général, un vote qui nous grandira, un vote qui vous aidera, Monsieur le ministre, quel que soit l'avis que vous serez contraint d'émettre. Je souhaite également revenir brièvement, comme le reste de mon intervention, sur le chapitre 4 du projet de loi qui concrétise la volonté d'aboutir à la création d'indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux. La question n'est pas nouvelle. Elle était au cœur de la loi Lefebvre, qui d'ailleurs s'est essoufflée malheureusement avant d'arriver à son bout. Les échanges
se sont poursuivis depuis, notamment durant l'examen en première lecture du texte, concernant les critères à prendre en compte pour que cette extension des indications géographiques soit la plus favorable aux productions françaises de qualité. Madame la ministre Pinel a multiplié les auditions et concertations autour de ce bel ouvrage, et je tiens à la remercier. Je le répète, nous touchons potentiellement des centaines, voire des milliers d'artisans et d'industriels dont les savoir-faire et les produits manufacturés sont partie intégrante de notre patrimoine culturel. En ouvrant les indications géographiques, vous l'avez d'ailleurs dit en introduction, Monsieur le Ministre, au-delà du secteur agricole alimentaire, nous touchons directement à plusieurs enjeux. La protection et la valorisation de nos productions nationales, l'information des consommateurs sur la qualité et l'origine des produits, le développement industriel et artisanal et l'emploi dans notre pays, et j'ajouterai une dynamique nouvelle pour nos exportations. Cette avancée législative doit être la plus aboutie possible pour permettre de tirer le meilleur avantage pour nos productions nationales. C'est l'intérêt général qui doit nous guider, excluant tout clientélisme et toute position rabougrie. C'est en ce sens que je propose de préciser une nouvelle fois par amendement les contours de l'homologation des indications géographiques par l'INPI. J'y reviendrai dans le débat sur article. J'en viendrai maintenant à la question tout à fait centrale du crédit. Sur ce point, ce projet de loi n'est pas sans nous inquiéter. Vous savez que nous avons une divergence sur cette question du crédit. Le gouvernement a instauré un fichier des détenteurs de crédit, vieille demande de l'UDI notamment. Monsieur Benoît écoute, c'est bien. Nous ne sommes pas favorables à ce dispositif qui revient, à notre avis, mais on est là pour échanger, qui revient, à notre avis, à pénaliser les familles, à garantir l'impunité des banques pourvoyeuses de crédit. Je vais donc essayer de m'expliquer, si vous le permettez, dans le temps qui m'est imparti. En l'espèce, malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une mesure favorable aux consommateurs, mais bien aux entreprises. Quant à nous, nous pensons que ce fichier comporte de très nombreux risques de dérive. D'ailleurs, la CNIL s'en est fait l'écho. C'est la généralisation du contrôle de la solvabilité des familles par les entreprises qui est en jeu. Prenons le cas du logement où la pénurie fait rage. Aujourd'hui, les bailleurs n'hésitent plus à appeler les employeurs pour vérifier la nature des contrats de travail et le montant des salaires des candidats. Les agences immobilières font appel à des intermédiaires dans les banques afin de contrôler, tout à fait illégalement d'ailleurs, le niveau des encours bancaires des impétrants. Avec ce fichier, ce type de détournement risque de se banaliser. Sa conséquence principale sera d'enfoncer les familles les plus en difficulté en leur coupant tout accès au logement, au crédit, à la consommation. Rien ne permettra de garantir la confidentialité des informations obtenues. Les entreprises concernées, amenées à payer pour consulter le fichier, archiveront les données obtenues afin de réduire leurs coûts. Certes, une disposition du projet de loi prévoit d'interdire aux bailleurs de demander à un candidat à la location la copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers ou la preuve de non-inscription dans ce registre. Cette disposition peut paraître séduisante, elle l'est d'ailleurs. Pourtant, comme le signale la Confédération nationale du logement, à l'image de la liste des clauses réputées non écrites, il va de soi que les bailleurs ne se gêneront pas pour demander la transmission de ces informations. Dans la spirale infernale de l'offre et la demande, il est à craindre que beaucoup de locataires se sentiront contraints de les transmettre, comme ils transmettent parfois, sous contrainte, le relevé de compte et autres renseignements privés. Je suis sûr que parmi nous, peu n'ont pas eu connaissance dans leur entourage de ce type d'agissement. Dans notre famille, chez nos enfants, chez les voisins, c'est une réalité concrète qui se fait en toute illégalité. Peut-être même qu'il y en a
parmi vous que pour que leurs enfants puissent obtenir un logement, ont pu produire leur bulletin de salaire avec l'indemnité de député, ce qui donne quelques garanties d'ailleurs. Ainsi, quand je m'écarte du texte, il faut que je retrouve la bonne ligne après. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fait des dérapages, il faut éviter de se détourner du texte. Ainsi, ce fichier se retournera contre les consommateurs. Les banques d'ailleurs ne sont en rien hostiles à cette mesure, alors même que tout le problème vient d'elles, des banques, puisque ce sont ces établissements qui, par des filiales, proposent aux ménages en difficulté des produits financiers toxiques comme le crédit revolving. Ainsi, le projet de loi ne prévoit rien pour limiter la multiplication des crédits nocifs, mais il autorise une forme de fichage de la population. Cela m'amène... Je m'attendais à ce que certains me traitent de stalinien, ça arrive des fois, mais je vois que ça n'arrive pas, c'est bon. Cela m'amène à une des revendications que les députés du Front de gauche portent vigoureusement en matière de consommation. Je veux parler de l'interdiction du crédit revolving. Lors de la précédente législature, mon cher collègue président François Braun, Jean-Marc Ayrault et l'ensemble des députés socialistes demandaient à corps et à cri l'interdiction du crédit revolving. Et jusque dans leur niche parlementaire, nous les avons soutenus dans ce combat où ils se heurtaient aux arguments du lobby bancaire relayé en particulier par Madame Lagarde. Aujourd'hui, quelle surprise de constater que ces mêmes arguments sont repris par la nouvelle majorité. Pourtant, la leur, c'est plus vous. Pourtant, le crédit revolving est une véritable machine de guerre contre les familles populaires. Les personnes les plus modestes sont celles qui sont les plus exposées à la violence des mécanismes de recouvrement qui les mettent dans l'incapacité de rembourser. C'est en interdisant ces produits financiers que nous contribuerons à prévenir le surendettement, pas en donnant quitus aux banques à travers un fichier positif, alors que ce sont elles-mêmes les principales responsables du surendettement. Lorsque nous avons défendu cet amendement en première lecture, ayez un peu d'attention, Monsieur Hamadi. Lorsque nous avons défendu cet amendement en première lecture, mon cher collègue, vous m'aviez répondu ceci. Je cite, j'ouvre les guillemets. Je veux vous rappeler qu'aucune association de consommateurs ne propose la suppression du crédit revolving. Je ferme les guillemets. J'ai été très surpris et pour tout dire un peu choqué, au-delà de l'amitié qui nous unit, d'apprendre quelques jours plus tard que la Confédération nationale du logement réclamait au contraire avec force et depuis très longtemps la suppression du crédit revolving. Sur cette question, elle vous avait même d'ailleurs sollicité, M. Hamadi, en tant que rapporteur, bien avant le débat. Vous n'aviez pas pu les rencontrer sur ce point-là. C'est une association de consommateurs, pourtant, que nous ne pouvons pas ignorer, puisqu'elle fait partie des 16 qui sont agréés par le présent projet de loi pour conduire une action de groupe. Pourquoi avoir refusé de rencontrer ses représentants sur ce point? Bon, j'espère que vous n'avez pas cherché dans cet hémicycle à travestir la vérité pour masquer le renoncement du Parti socialiste sur l'interdiction du crédit revolving. Ça serait une accusation qui serait absolument pas fondée. Qui serait pas fondée. Mais quoi qu'il en soit, il y a renoncement, quoi qu'il en soit, il y a renoncement du Parti socialiste sur le crédit revolving. Quoi qu'il en soit, les députés du Front de gauche portent fièrement cette revendication qui était celle de toute la gauche il y a encore quelques mois et nous invitons nos collègues de gauche à nous soutenir dans nos amendements. Nos collègues sénateurs du groupe CRC avaient également repris nombre de propositions jadis portées par toute la gauche et qui leur ont pourtant été refusées en matière de réduction d'engagement des abonnements téléphoniques, en matière d'encadrement des prix agricoles, sur la carte de paiement, sur le taux d'usure ou encore sur le service bancaire de base. Nous ne nous résolvons pas à ces renoncements provisoires, j'espère. Autre exemple, en matière de blocage des sites Internet, hier, opposant à cette mesure quand elles étaient portées par M. Lefebvre, vous y êtes aujourd'hui favorable, sans qu'on comprenne bien votre cheminement intellectuel. D'autant plus
que des nouveautés ont inversement fait leur apparition dans ce projet de loi. Il en est ainsi de l'autorisation de vente des tests de grossesse et des produits d'optique en supermarché ou en ligne. Tout à l'heure, dans votre intervention préliminaire, vous avez parlé uniquement de la vente en ligne. Je crois. Enfin, il doit y avoir les deux, je pense. Enfin, vous y reviendrez sans doute. Nous sommes, quant à nous, dubitatifs. Admirez le choix de l'adjectif. Nous sommes dubitatifs sur ces libéralisations, car nous pensons que de tels produits doivent demeurer dans le giron des professionnels de la santé. Certes, vous évaluez pour les produits d'optique le gain possible, je crois que vous avez parlé tout à l'heure, d'1 milliard d'euros pour les consommateurs. Je crains que dans ce domaine comme dans d'autres, l'approche soit plus belle que l'arrivée. 1 milliard d'euros, c'est quand même beaucoup. Or, vous le voyez, les députés de Front de Gauche sont quelque peu déçus par ce projet de loi qui manque d'ambition pour les consommateurs et ne suscite d'ailleurs aucun enthousiasme particulier. Alors, que dire? Je pourrais vous dire, c'est un projet de loi globalement positif, mais compte tenu de la référence historique, ce n'est pas la meilleure expression à utiliser, globalement positif. Je pourrais dire peut mieux faire. J'étais principal de collège et quand les professeurs marquaient peut mieux faire sur une copie d'élèves, je me mettais en colère en disant que ce n'était pas une appréciation correcte. Donc au final, il me revient à l'esprit cette belle phrase d'Antonio Machado, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait pas à pas. Et c'est pour cette raison que les députés du Front de Gauche voteront ce texte comme ils l'ont fait en première lecture, en espérant que les évolutions permettront par la suite aux sénateurs communistes de voter le texte de loi sur lequel ils sont, eux, abstenus lors du passage au Sénat. Merci, Monsieur Chassaigne.